Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à Sevrable. Aujourd'hui, on va parler de sevrage ROH ou sevrage alcoolique. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien certifié en soins critiques. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille en soins critiques, à l'urgence, aux soins intensifs ainsi qu'en réanimation. Aujourd'hui, pour parler d'alcool, je suis accompagné de Ariane Larault. Salut Ariane! Salut Mathieu! Donc oui, moi c'est Ariane, je travaille aux soins intensifs et en médecine interne à Santa Cabrini, qui fait partie du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Aujourd'hui, effectivement, on va parler d'alcool. Donc, on va surtout se concentrer sur le traitement du sevrage ROH, parce qu'on est deux pharmaciens. Mais il faut quand même comprendre, là, avant tout, pourquoi les personnes qui consomment de façon chronique des grosses quantités d'alcool, pourquoi ces gens-là présentent des symptômes de sevrage s'ils arrêtent l'alcool d'un coup? Pour comprendre comment le traiter, il faut comprendre la pathophysiologie là, de ce phénomène-là. T'as raison, fait que la pathophysio, c'est super important. Puis c'est vraiment simple en sevrage ROH. Hein. Tu sais, dans le fond, l'alcool, c'est un GABA. C'est un agoniste GABA, c'est un GABAergique. Fait que le patient qui prend 71 de vodka par jour puis qui conduit, malheureusement, ça existe. Il va avoir 71 de GABA dans son corps. Okay? Dans son cerveau, il va avoir autant de GABA. Ce qui veut dire que pour réussir à fonctionner, il a besoin de neurotransmetteurs excitateurs, comme le glutamate qui fonctionne par le récepteur NMDA, équivalent. Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de GABA, il va avoir beaucoup de récepteurs NMDA. Puis là, ton patient, soit il manque d'argent, parce qu'on se le cachera pas, ça coûte cher, Ouais. là, 71 de vodka par jour, ou il y a une pneumonie, ou il y a quelque chose, puis ce qui fait qu'il est amené à l'hôpital, il est hospitalisé. Puis là, soudainement, du jour au lendemain, tu te ramasses avec un patient qui ne consomme plus son 71 de vodka. Dans le fond, tu vas réaliser que dans son cerveau, il y a vraiment un déséquilibre entre le GABA et le glutamate. Donc, il va se trouver surexcité, ce qui peut contribuer au délirium tremens par une augmentation de la surstimulation NMDA. En plus, ce patient-là, il va être hypomagnésémique. Puis on sait que le magnésium, c'est un excellent bloqueur du récepteur NMDA. Et il va y avoir aussi d'autres changements de neurotransmetteurs, comme une diminution de la sérotonine qui peut jouer au niveau des voies corticales. Et tu vas avoir aussi une diminution de la mélatonine. Donc, chez ces patients-là, ils sont à très haut risque de changement au niveau du cycle circadien. Fait que là, tu te retrouves littéralement avec un déséquilibre. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Tu as un déséquilibre GABA, puis tu as une surexpression NMDA. Fait qu'il va devenir fou. En sachant ça, tu te dis, je vais essayer de rééquilibrer le tout avec des agonistes GABA. C'est ça. Puis en plus, comme tu disais, ces patients-là ont souvent une malnutrition. Donc en plus, ils ont une déficience en thiamine. Ils peuvent avoir une encéphalopathie de Wernicke qui est combinée avec tout ça. Donc c'est certain que ça amène une présentation avec des symptômes qui sont très désagréables. Maintenant, c'est quels patients qui sont à risque de symptômes de sevrage d'alcool? Tu sais, des fois, c'est pas... ils n'arrivent pas avec ces symptômes-là nécessairement à l'hôpital, puis c'est pas écrit dans leur front qu'ils consomment l'alcool régulièrement. Comment on peut évaluer quel patient est à risque de faire un sevrage d'alcool? Ben, tu sais, dans le fond, faut que tu le trouves, ce patient-là. Okay? Si tu vas dans un bar, ça va être facile. Mais là, on est à l'hôpital, fait que des fois, c'est plus difficile. Il existe des échelles dans la littérature. Il y en a une qui s'appelle le Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale, qui est le PAWSS. Non, c'est pour ça qu'on est francophone. Je parle vraiment mal anglais. OK, c'est une échelle qui est en 3 parties. On va laisser les notes, on va laisser des liens dans les notes vers cette échelle-là pour que les gens puissent se familiariser avec l'échelle. Elle est sensible, elle a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. Donc, elle est vraiment validée pour les patients hospitalisés. Et il faut se rappeler que c'est super important de les cibler, ces patients-là. Parce que 50% des patients qui ont une histoire d'usage abusif d'alcool vont expérimenter un sevrage. Puis 5% des patients qui utilisent l'alcool à long terme vont faire un délirium tremens. Donc, c'est super prévalent et morbide. Donc, c'est important de les trouver, ces patients-là. À ton avis, c'est le rôle de quel professionnel de poser ces questions-là, d'essayer de trouver ces patients-là ou d'appliquer l'échelle de base? Est-ce que c'est aux pharmaciens? Est-ce que c'est aux médecins, l'infirmière? Ben, moi, je te dirais que la réponse, c'est tout le monde. Ouais. Tous les membres de l'équipe
traitantes et soignantes qui sont au chevet du patient. Ça va du préposé au bénéficiaire jusqu'au médecin. Tous les gens qui s'occupent du patient ont la responsabilité, selon moi, d'essayer de trouver ça. Parce qu'en plus, tu le sais comme moi, tu sais, là, il dit « Ah ouais, je bois un peu. » Ouais. Puis là, à l'infirmière, c'est « Ah, je bois 1-2 bières par jour. » Puis là, finalement, au médecin, « Ah, c'est rendu 3-4. » Là, le pharmacien arrive, « Oh, c'est 4-5. » Après ça, c'est la famille qui arrive. La famille arrive, là, c'est rendu une dose. Fait que là, tu sais, plus il y a de gens qui vont poser les questions, plus on va avoir une bonne idée de ce que le patient consomme. Puis tu sais, règle générale, quand t'es pas capable d'avoir une validation par les membres de la famille, c'est bien plate à dire, mais des fois, il faut que tu fasses le double de la consommation qui est décrite par le patient. Fait que si le patient il dit « Oh, ouais, je prends à peu près 6 bières », c'est minimum 12 bières qu'il prend dans les faits. Ouais. Souvent, c'est un sujet qui est quand même délicat à aborder avec les patients. Moi, des fois, quand je fais le questionnaire, j'assume que la personne, par exemple, je dis la caisse de 24, vous la passez en quoi, 2 semaines? J'assume des plus grosses consommations. Donc, après, le patient, des fois, il est moins gêné de dire « Ah non, une caisse de 24, bon, je bois ça en 3 semaines. » Mais tu sais, ça reste quand même beaucoup, mais des fois, d'assumer que les personnes, de faire semblant qu'on prend pour acquis que la personne consomme plus, elle se sent moins gênée après de vous avouer ce qu'elle consomme vraiment. Là. Puis tu sais, c'est important aussi de le mentionner, pourquoi qu'on pose la question. Tu sais, des fois, je dis aux patients, tu sais, la raison pourquoi je vous pose cette question-là, c'est juste parce que si vous en prenez régulièrement à la maison, là, vous êtes à l'hôpital, je vous en donnerai pas, ça peut amener des complications. Là. Ça peut amener un sevrage qui va aller jusqu'au délirium. Ça peut être des complications qu'on veut éviter, dans le fond. Et on a des traitements pour éviter ces complications-là. Donc, c'est une des façons aussi de l'amener avec le patient. Je trouve que c'est important de leur expliquer. Là. C'est vraiment pas parce qu'on veut les juger. C'est vraiment juste parce qu'on veut éviter des complications, parce qu'on veut qu'ils retournent à la maison le plus vite possible. Parce que le patient... En tout cas, moi, Anna, ça m'est pas arrivé d'avoir un patient qui dit « Ah ouais, enfin, je suis hospitalisé, j'aime ça être à l'hôpital. » Tu sais, ça arrive pas. Tu manges mal, tu dors pas. Fait que si tu dis au patient « Moi, je veux éviter des complications parce que je veux que tu retournes le plus vite possible à la maison. » Règle générale, il va essayer de te donner l'information un petit peu plus juste. Oui, effectivement, c'est jouer la carte de la sincérité, là. Puis quand on parle de complications, justement, c'est quoi exactement les symptômes qu'on va voir? Est-ce qu'il y a un timing, selon la dernière consommation que le patient a eue? Est-ce qu'il y a certaines complications qui vont arriver en premier puis qui vont finir par se développer plus tard? Ouais, ben tu le sais, hein, comme moi, le patient commence à trembler, il commence à avoir des problèmes de coordination, des problèmes d'équilibre. Ça, habituellement, ça va se produire dans les 6 à 36 heures qui vont suivre la dernière consommation. Okay. Après ça, il va commencer à halluciner. Ça revient encore une fois, hein? J'ai de moins en moins de GABA, j'ai de plus en plus d'NMDA qui est surstimulé, fait que je commence à halluciner. Ça va se produire dans les 12 à 48 heures qui vont suivre. Les convulsions, habituellement, ça va être plus vers la fin. Là. On dit des fois les premiers 6 heures, mais ça, c'est chez le gros buveur. Tu sais, le gros buveur, là, lui, si moi vraiment que ça diminue rapidement son niveau de GABA dans son cerveau, c'est qu'il y a vraiment énormément d'NMDA. Ça veut dire que là, le NMDA va exciter le cerveau, là. Oui, exactement. OK, fait que les convulsions, c'est quand même une complication assez sévère, là. On veut pas... Non, on veut pas se rendre là. Puis, tu sais, on dit que ça peut se produire rapidement, mais pour venir aussi aux neurotransmetteurs dans le cerveau. Fait que, tu sais, si t'as plein de GABA dans ton cerveau, t'as l'équivalent en NMDA, donc tout va bien. Mais si t'arrêtes de consommer du GABA, là, ça va diminuer graduellement. Donc, c'est vraiment la vitesse de la diminution du GABA dans le cerveau qui va faire que le patient est à risque de convulser ou non. Fait que plus ça va diminuer rapidement, plus il est à risque de convulser. Mais si on le détecte avant, puis on identifie le sevrage avant, les convulsions, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Ils vont se mettre à trembler, ils vont se mettre à avoir des problèmes de coordination, des problèmes de langage, ils vont bafouer. Ben, tu sais, on le sait, là, tu sais, le patient, on le voit, là, le patient, il a de la misère. Puis l'autre complication qu'il faut pas oublier, c'est tout ce qui vient avec le désordre électrolytique, hein, comme on disait tantôt, hypomagnésémie, hypophosphatémie. On peut avoir des arythmies, même si c'est très sévère. Là. Donc, aussi, les patients peuvent avoir des pneumonies d'aspiration secondaires aux convulsions. Fait que ça peut être des complications qui vont aller jusqu'à des complications mortelles, là, même. Ouais, ça peut être grave. Puis, tu sais, le patient aussi, il faut garder en tête, comme il baisse le GABA, il y a plus d'NMDA, mais il devient aussi à un moment donné surstimulé adrénergique. Hein. Fait qu'il va se mettre à tachycarder, ce qui explique un peu les tremblements. Fait qu'il tachycarde, il est hypertendu. Tu sais, règle générale, nos auditeurs, ils savent, là.
On le sait, ce patient-là, il se met à sevrer, là. Il est en train de sevrer, il est diaphorétique, il est tachycarde, il tremble. Tu sais, c'est les premiers symptômes. Dès que tu commences à voir ça, puis tu as moindrement une histoire de consommation d'alcool, ben, tu sais, faut suspecter tout de suite. Puis c'est important de les traiter non seulement pour le confort du patient, mais aussi c'est qu'on veut prévenir le délirium tremens. Là, on veut pas non plus qu'il se rende... Ce qui est très morbide, parce qu'une fois que tu as un délirium tremens, t'augmentes ton risque de Korsakoff, qui est dans le fond irréversible. Fait que c'est vraiment important d'essayer d'éviter ça, là. OK. C'est sûr qu'aux soins intensifs, les sevrages qu'on va voir, c'est les sevrages qui sont pas loin du délirium tremens ou les déliriums tremens, point. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a une certaine... on a un biais de sélection dans le sens qu'aux soins intensifs, nous autres, on voit les pires. Oui, effectivement. Puis comment on peut traiter ce fameux sevrage d'alcool? Est-ce qu'on a des traitements qui sont en première ligne? Ben, tu sais, dans le fond, ça revient encore, hein. Déséquilibre, GABA, NMDA. Fait que tu donnes du GABA. Fait que tu prends un agoniste GABA. T'as les benzos. Là, dans le fond, dans les benzos, tu peux prendre, t'as le lorazépam, qui est l'Ativan. T'as le diazépam, qui est le Valium. Il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux qu'on va utiliser. Tu pourrais aller au barbiturique aussi, qui est principalement le phénobarbital qu'on va prendre. Dans certains cas, tu pourrais te rendre jusqu'à la perfusion de propofol. Mais fais à noter, hein, t'es pas obligé d'être intubé pour recevoir du propofol en sevrage alcoolique. C'est flyé, là. Mais c'est juste... Ça ramène encore une fois, ton patient il prend 71 de vodka, ben si tu lui donnes 71 de vodka en équivalent benzo, il arrêtera pas de respirer, c'est ce qu'il prend, puis malheureusement, il conduit ce patient-là. C'est ça, les récepteurs GABA sont tellement habitués d'être stimulés qu'à certains moments, il y a une désensibilisation qui se fait, donc c'est sûr que la personne qui boit beaucoup d'alcool, on va lui donner un X nombre de milligrammes de Valium, que si je donnais ça à toi, Mathieu, ou à moi, on serait... on était en collapsus cardiovasculaire. Ouais, fait qu'ils développent une espèce de tolérance. Exactement, si puis ces patients-là, c'est pas rare, ils peuvent se rendre à du 3, 4, 500 mg en équivalent de Valium, là. Puis tu sais, les équivalences, dans la littérature, ça varie un peu, mais règle générale, Valium 10 mg, ça équivaut à Ativan 1,5 mg, ça équivaut à peu près 30 mg de phénobarbital. Des fois, l'Ativan, ça va varier entre 1 et 2, là. C'est pour ça qu'on va dire 1,5 mg, mais si tu utilises ça comme facteur de conversion, ça donne une très bonne idée de ce que le patient peut prendre, là. Nous, on a l'habitude d'utiliser davantage le diazépam. J'imagine que c'est probablement la même chose chez vous. Pourquoi on a tendance à vouloir aller plus vers le diazépam versus le lorazépam? Ben, tu sais, ça revient tout, encore une fois, à la pharmacodynamie, mais surtout la pharmacocinétique. T'sais, on va prendre le Valium, surtout parce que ça a une demi-vie quand même plus longue, tu sais, ça a une quarantaine d'heures de demi-vie, puis ça a certains métabolites vont avoir jusqu'à 200 heures, là. Fait que le fait est que tu peux y donner du Valium pour l'amener justement à ce rééquilibre-là, puis après ça, t'arrêtes d'y en donner, puis tu le laisses surfer là-dessus. C'est qu'avec la demi-vie qui est longue, la diminution va être graduelle, ce qui fait qu'il va s'auto-sevrer le patient. Contrairement à l'Ativan, où la demi-vie est pas mal plus courte, là. La demi-vie, on dit qu'elle... est autour de 15 heures, je crois. Fait que, tu sais, ça fait que ton patient, il va falloir que tu y en donnes souvent, puis il va l'éliminer quand même assez rapidement. Fait que tu n'auras pas le choix de toujours y en donner jusqu'à temps que tu aies fini son sevrage, contrairement au Valium, où une fois que tu es rendu... J'ai vraiment juste le terme anglais, je suis vraiment désolé, mais le sweet spot, là. Tu sais, là, l'équilibre où le patient t'est rendu à son 71 de vodka dans son cerveau. Puis une fois qu'il est rendu là, c'est magique, là. Ce patient-là, il passe de « je suis agité » à « je suis orienté 3 sphères, je marche droit au corridor », là. C'est impressionnant, c'est quand même des bonnes doses. Fait que c'est pour ça que des fois, on va préfériser plus le Valium. Je sais qu'il y a certains hôpitaux, notamment aux États-Unis, où ils vont y aller plus avec le phénobarbital, qui est dans le fond un autre GABAergique, qui est, dans le fond, les barbituriques qui sont peut-être un petit peu plus incisifs, dans le sens qu'ils vont s'asseoir sur le récepteur GABA, puis ils vont rester plus longtemps là-dessus, donc ils vont se dissocier plus lentement, et ils ont des demi-vies un petit peu plus longues, ce qui fait qu'il y en a qui vont utiliser seulement le phénobarbital. Moi, ce que je pense, c'est un ou l'autre, pour être franc, je pense que ça s'équivaut. C'est juste important, par exemple, d'utiliser soit un ou soit l'autre. Si on se met à mixer tout, faut juste plus surveiller le patient, parce que on disait tantôt, c'est bien dur de les faire arrêter de respirer, ces patients-là, mais si on les surdose, parce qu'à un moment donné, à un certain point, on les surdose, oui, ils peuvent arrêter de respirer, mais si tu y vas graduellement, il n'y a pas de problème. Si on combine, c'est sûr qu'il faut penser à ajuster nos doses à la baisse, donc en donner moins, pour éviter effectivement la dépression respiratoire, hein.
Aussi, j'ai déjà eu comme question, tu sais, nos patients avec des sevrages d'alcool, souvent, ils ont un foie un petit peu magané. Il peut y avoir une composante de cirrhose. Est-ce qu'il faut être un peu plus prudent avec nos benzos? C'est quoi ton approche? Tu sais, moi, je pense que, ben, tu l'as dit, il faut être plus prudent, il faut prendre les doses peut-être un petit peu plus faibles, puis donner des intervalles un peu plus longs. Tu sais, au lieu de les donner aux 10-15 minutes, ben, tu vas les donner pas mal plus lentement. Puis, tu sais, là, je dis 10-15 minutes, ça a l'air vraiment rapproché, mais, tu sais, j'en ai eu un cas, là. L'infirmier, il avait même pas fini de donner le Valium 40 que le patient était en train de se battre avec, là. Fait que, tu sais, tu peux, au tout début, surtout, là, tu peux les donner vraiment très rapprochés, puis tu vas le voir, hein. Plus tu te rapproches du sweet spot, là, j'ai vraiment juste le terme anglais, plus le patient va durer longtemps sur sa dose. Au début, là, tu vas donner une dose, il va se mettre à s'agiter 5-10 minutes après. Puis à Mané, il va finir, ça va être 20, il va s'agiter 20 à 30 minutes après. Puis à Mané, ta dose, elle va durer 1 heure, elle va durer 2 heures. Là, tu le sais que tu t'en approches. Fait que là, à ce moment-là, tu peux baisser tes doses. Fait que tu sais, l'insuffisant hépatique, c'est un peu la même approche, mais au lieu, tu vas peut-être prendre 50% de la dose que tu donnerais à un alcoolique standard, juste parce que lui, si tu overshoot, t'es... Tu vas être pris avec ça après, là. Ouais. OK. Fait que dans le fond, si en pratico-pratique, on a un patient qui est en sevrage, là, on le gère initialement, on utilise le Valium. Quelle dose est-ce qu'on suggère? Est-ce qu'on y va plus avec du Péros, du IV? C'est vraiment la clinique qui va te le dire. Mais règle générale, surtout aux soins, les sevrages qu'on a, on va plus y aller IV. Fait que, tu sais, les doses, des fois, ça dépend de la consommation. Plus la consommation va être élevée, plus tu peux te permettre d'utiliser des doses de 20 mg de Valium. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer à 10 mg puis donner un intervalle plus rapproché pour essayer de trouver une dose que le patient va mieux tolérer, là. Mais tu sais, règle générale, les très gros sevrages, là, tu sais, mais ceux qui me boivent là, 40 à 71 de vodka par jour, là, ou l'équivalent en gin, là, c'est très rapidement du Valium 40 mg qu'on va leur donner, puis des fois, on va leur donner aux 10 minutes, là, sur 1 heure ou deux, pendant 1 heure ou 2, puis après ça, on va diminuer graduellement les doses, là. Puis c'est assez impressionnant, là. Puis je sais, pour nos auditeurs, c'est vraiment des doses impressionnantes. Oui, c'est ça. Tu sais, j'en ai eu un cas, là, il a fini à 670 mg de Valium, là, tu sais. Il a pratiquement vidé le Valium de l'hôpital. Mais ce patient-là, une fois qu'on est arrivé à son 670, il marchait droit au corridor, puis il était orienté 3 sphères, là. Tu sais, c'est impressionnant, là. Fait que, tu sais, ça peut paraître des doses importantes, là. Quasiment astronomique. Oui, c'est astronomique, mais tu sais, ces patients-là vont nécessiter des hautes doses. Fait que, tu sais, faut pas hésiter à y aller, là. OK. Donc, dans le fond, on load un peu notre patient en benzo jusqu'à ce qu'on voit qu'il atteint le fameux sweet spot, ou tu sais, qui est limite un peu endormi, mais facilement éveillable. Ouais, dans le fond, c'est un peu ça que tu vises. Un RAS 0 moins 1. Une fois que t'es rendu là, t'arrêtes. Faut vraiment que t'arrêtes. Puis là, après, est-ce que tu vas y aller, parce qu'il y a comme 2 stratégies dans la littérature, soit qu'on y va avec des doses de benzo fixes, ou on y va avec des bolus PRN si le patient présente des symptômes de sevrage. On peut utiliser l'échelle SIWA. Est-ce qu'il y a une stratégie que tu as vue dans la littérature qui serait à favoriser? Tu sais, dans le fond, il y a une méta-analyse qui vient de sortir là, au début du mois d'avril 2019 dans le Journal of General Internal Medicine, qui disait, dans les faits, selon ce qu'ils ont trouvé dans la littérature, un ou l'autre peut y aller. Fait que, tu sais, je pense que la stratégie à prendre, c'est selon notre unité, selon le nombre le ratio patient-infirmière qu'on a, selon la gravité des symptômes aussi. Des fois, ça peut juste prendre une échelle de SIWA, peut être suffisant. Des fois, ça va être des doses régulières. Il faut vraiment s'adapter. Je te dirais, plus la quantité que le patient prend à la maison est importante, plus j'irais selon les symptômes, parce que lui, c'est le genre de patient qui va avoir besoin de hautes doses. Et plus la quantité est faible, plus je pense que ça peut être raisonnable de prendre des doses fixes, là. L'important, c'est de surveiller le patient. C'est sûr que l'échelle SIWA, pour ceux qui la connaissent pas, on va mettre la référence dans les notes, mais c'est quand même exhaustif, là. Ça prend quand même quelques minutes pouvoir faire cette échelle-là. Donc, c'est sûr que, comme tu disais, il faut considérer la charge de travail là, du personnel infirmier, là. Mais effectivement, dans la méta-analyse, quand on utilisait la stratégie selon les symptômes, c'est sûr que les doses cumulatives étaient quand même moindres et il y avait possiblement une réduction là, de la durée de séjour aux soins intensifs. Mais il faut quand même penser
aux éléments pratico-pratiques là, de mettre en application une telle stratégie. Exactement. Le fait de prendre selon les symptômes, tu l'as dit, ça prend moins de doses parce que tu vas probablement te rendre plus vite au sweet spot du patient. Puis l'autre élément, des fois, que je vois en pratique qui est oublié, c'est que on débute des doses de benzo de façon fixe, puis on oublie de les réévaluer. T'sais, à un certain moment, il faut commencer à les diminuer, puis si notre patient a passé sa fenêtre de sevrage, là, on peut diminuer un peu plus rapidement. Hein. Donc ça, je pense que des fois, c'est un peu dans tout le contexte des soins, on oublie des fois de vérifier on est rendu où là, dans notre fenêtre de temps depuis la dernière consommation d'alcool. Ouais, Anne, c'est super intéressant. C'est un peu comme une dégustation de vin. Hein. On aime ça en profiter, mais on veut pas trop l'étirer non plus. Fait qu'on va continuer de déguster notre conversation au prochain épisode. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.